Le grand débat avec Francis Laloupeau. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat, c'est le regard d'Africa numéro 1 sur les événements qui font l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Cette émission étant exceptionnellement enregistrée, nous vous prions de ne pas appeler. Toutefois, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat ou sur facebook.com/Le Grand Débat. Africa numéro 1, le grand débat. Dans le grand débat aujourd'hui, les mésaventures togolaises de Loïc Le Floch Prigent. En Afrique, l'homme est surtout connu pour avoir dirigé l'entreprise pétrolière française Elf, une tranche de vie professionnelle qui s'est plutôt mal terminée par une condamnation à la prison. Après avoir payé sa dette, Loïc Le Floch Prigent s'est discrètement reconverti dans le Conseil international en tant que consultant sur les questions pétrolières en Afrique et au Moyen-Orient. Mais récemment, il est revenu sous les feux de l'actualité après avoir été arrêté puis incarcéré au Togo dans le cadre d'une sombre affaire d'escroquerie. Libéré et rentré en France, il souhaite aujourd'hui dire sa vérité sur cette affaire. Qu'est-il arrivé à Loïc Le Floch Prigent? Quelle est sa part de responsabilité dans cette affaire? A-t-il été enlevé par le régime togolais pour en devenir l'otage? Et à quelle fin? Pour comprendre les dessous de cette affaire, Loïc Le Floch Prigent a choisi de se confier au grand débat. Et notre débatteur polémiste invité, Franck Ekon, journaliste, correspondant à Paris du site d'information letogolais.com. Franck Ekon, bonsoir. Bonsoir. Et l'émission est réalisée par Jérémy Djibis Boucher. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Tout de suite, sans plus tarder, comme de tradition, voici l'info perso du débatteur. Africa numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs. Votre coup de cœur ou coup de gueule, mon cher Franck Ekon? Alors, il s'agit d'une histoire qui est assez bizarre parce que les autorités de la CAF et de la FIFA ont décidé de faire jouer les éperviers du Togo à Benghazi en Libye, alors qu'on sait que nationale de football, l'équipe nationale de football du Togo. Tout le monde ne le sait pas, hein. Et justement, on apprend d'ailleurs aujourd'hui que le match aurait été déplacé à Tripoli. Mais quand on connaît les conditions de sécurité qui prévalent dans ce pays actuellement, on peut s'interroger sur les raisons qui poussent les autorités internationales du football à faire tenir ce match coûte que coûte dans ce pays. Voilà. C'est une grande question. Absolument. Vous n'avez pas encore la réponse. Si, le match a été déplacé à Tripoli, mais les inquiétudes sur la sécurité des joueurs demeurent. Écoutez, affaire à suivre alors. Affaire à suivre. Ok, tout de suite, sans plus tarder, voici notre débat du jour. Africa numéro 1, le grand débat. Les mésaventures togolaises de Loïc Le Floch Prigent. Le Floch Prigent a été arrêté à Abidjan pour complicité d'escroquerie le 16 septembre 2012 sur exécution d'un mandat d'arrêt international émis par la justice togolaise en 2011 et réactivé en août 2012. Transféré dès le lendemain à Lomé, il ne ressortira que 5 mois et 10 jours plus tard, soit le 26 février 2013, après une décision de remise en liberté provisoire pour, je cite, raison de santé. Depuis, il n'a de cesse de clamer son innocence et a riposté par le dépôt de plusieurs plaintes, dont une pour atteinte arbitraire à la liberté. Qu'est-il arrivé à Loïc Le Floch Prigent? Quels sont les dessous de cette sombre affaire? Loïc Le Floch Prigent nous apporte sa réponse dans ce grand débat. Bonsoir, monsieur Loïc Le Floch Prigent. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes consultant sur les questions pétrolières en Afrique et au Moyen-Orient. Ancien PDG de l'entreprise pétrolière Elf de 1989 à 1993. C'est également ancien président de la SNCF de 1995. De Gaz de France et de Rhône-Poulenc également. Donc ça fait 4 sociétés. C'est vrai que je vais pas lire tout votre Wikipédia ici parce que c'est assez large. Dans la mesure où vous commencez, autant être complet. Alors tout d'abord, comment vous allez? Écoutez, les médecins ont fait du bon travail et après les opérations, ils m'ont rafistolé et maintenant j'ai sauvé mes jambes, ce que je ne pensais pas pouvoir faire. Lorsque la tumeur grossissait et puis par ailleurs le cancer ne s'est pas développé. Par conséquent, je considère que un miracle s'est opéré depuis mon arrivée le 26 février. Je le dois essentiellement aux médecins de ce pays, le mien, en France, et puis à ma femme qui a alerté les autorités à partir du 5 décembre et qui a permis à ces autorités de me rapatrier en temps et en heure avant que le drame s'opère. Nous y reviendrons en tout cas. Vous avez été arrêté à Abidjan le 16 septembre 2012. Le 14 septembre. Le 14 septembre. C'est un vendredi soir. C'est ça. J'ai été arrêté dans zone où j'avais déjà passé les contrôles de police. Donc je suis sorti d'Abidjan. Je suis sorti de la Côte d'Ivoire, mais je ne suis pas encore rentré en France. Et donc j'ai été saisi à ce moment-là. Et je me suis plaint dès mon arrivée au Togo
corruption, puisque... Vous étiez au courant ou pas qu'il y avait un mandat d'arrêt international qui avait été lancé contre le groupe J'étais au courant par la presse. Oui. Ce mandat d'arrêt international est un faux, puisque il est marqué en fuite, alors que je n'ai jamais été en fuite. Je suis allé voir l'ambassadeur du Togo en France dès que la presse en octobre 2011 s'est fait état de ce mandat d'arrêt. Et l'ambassadeur m'a dit qu'il n'était pas au courant et que s'il était au courant, il y reviendrait vers moi. Par conséquent, je pouvais considérer, d'après les mots de l'ambassadeur du Togo en France, que ce mandat d'arrêt n'existait pas. Donc vous ne craignez pas d'être arrêté à tout moment, n'importe où? Je ne vois pas pourquoi j'aurais été arrêté sur un faux, puisqu'il était marqué en fuite, que je suis allé à Abidjan au su et au vu de tout le monde. Mon arrivée était annoncée. J'ai été au palais présidentiel le 11 septembre et j'ai été voir le ministère de l'énergie le 12 septembre. Par conséquent, tout le monde savait que j'étais là, donc il suffisait, si jamais il y avait un problème, d'arrêter. Par ailleurs, vous avez des règles qui existent au sein de la CEDEAO qui indiquent que si jamais, par extraordinaire, il existe un mandat dans un pays, eh bien, il doit y avoir une procédure d'extradition. Or, vous savez, dans cette affaire, il n'y a pas eu de procédure d'extradition. Par conséquent, j'ai bien été enlevé, kidnappé, si vous voulez. En plus, j'avais passé le contrôle de police. Par conséquent, je n'étais plus en Côte d'Ivoire. J'étais dans une zone de transit. Par conséquent, il y a eu enlèvement. Il y a eu corruption. Il y a eu corruption puisque les fonctionnaires des deux pays ont été financés. On sait par qui, on sait à quel montant. Ça a coûté 50 000 dollars de chaque côté. Ah oui. Et donc, nous avons porté plainte pour corruption. Nous avons porté plainte pour faux. Et ceci en France, bien sûr, puisque également de l'autre côté à Lomé. Et puis, enfin, nous avons porté plainte récemment, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour atteinte à la liberté, puisque nous avons la possibilité de nous plaindre en France sur le fait qu'un citoyen français a été privé de liberté dans des conditions qui sont absolument inacceptables du point de vue sanitaire, je reviendrai si vous voulez, mais également du point de vue légal, puisque les lois du Togo et les lois de la Côte d'Ivoire n'ont pas été respectées, la loi de la CEDEAO n'a pas été respectée. Par conséquent, il y a bien eu enlèvement, kidnapping, et à la fin, puisqu'on m'a demandé une dite caution d'une somme absolument faramineuse de 9 millions de dollars, il y a demande de rançon, donc c'est un kidnapping avec demande de rançon, légal entre guillemets, puisque c'est un État qui le demande, mais c'est pas parce qu'un État demande, dans la mesure où c'est une dictature héréditaire, j'appelle pas ça un État républicain. Par conséquent, il arrive que les États non républicains demandent des rançons. Voilà un exposé clair de vos griefs à l'encontre de l'État togolais. Loïc Lefort, pas seulement, la Côte d'Ivoire aussi. Alors, Loïc Lefort, président, on va rappeler les faits quand même aux auditeurs. On vous accuse de complicité, d'escroquerie. Alors, Maître Martial Akapo, l'avocat de Abbas Al-Youssef, c'est l'homme d'affaires émirati, à l'origine de la plainte qui à votre encontre, a récemment démenti votre version des faits, affirmant que vous saviez que mandat d'arrêt avait été émis à votre encontre et que vous avez reconnu un certain nombre de faits, comme le fait d'avoir conseillé des investissements douteux à Abbas Al-Youssef, en contrepartie du trésor, c'est ça l'histoire, le trésor imaginaire du président ivoirien Robert Gueye, c'est ça. Et vous dites au contraire que vous avez cherché plutôt à l'en dissuader. Quelle était exactement la nature de vos liens avec cet Émirati? Monsieur, il faut être clair, c'est-à-dire que la plainte qui a été déposée par Martial Akoko et par Abbas Youssef est une plainte qui n'est pas déposable. Ah, c'est-à-dire que quand on se plaint, il faut prouver les choses dans son plan. Il n'y a pas des humeurs, c'est pas des impressions, il n'y a pas de dossier. J'ai passé 5 mois et 10 jours au Togo sans dossier. Vous étiez au courant de cette affaire d'escroquerie ou pas? Sans dossier. J'ai été au courant. Puisque vous avez essayé de l'en dissuader, selon vous. J'ai essayé d'en dissuader, bien sûr, et j'étais au courant de l'affaire d'escroquerie. Mais entre être au courant d'une affaire, chercher à le dissuader, et à la fin, qu'il existe une plainte qui est irrecevable, une plainte irrecevable, et qui est maintenant sur Internet, et arriver à des contre-vérités qui sont évidentes. C'est-à-dire que, par exemple, ce monsieur dit « j'ai dépensé 48 millions ». Où sont les 48 millions? Où est la preuve qu'il a dépensé 48 millions? On les trouve pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On les trouve pas. Vous travaillez pour cet homme, vous étiez son conseil. J'étais son conseil. Est-ce qu'il y a eu un contentieux entre vous à un moment donné, ou entre vous et l'État togolais? Nous avons eu un contentieux. Pas du tout au Togo. Nous avons eu le contentieux au Congo, Brazzaville. D'accord. Et au Canada. Nous avons eu un contentieux. Ce contentieux a commencé, effectivement, au même moment que lui,
a voulu aller chercher le trésor de Robert Gay, de soi-disant la veuve Gay. Oui. Donc, bon. Et ce qui est une banale escroquerie, ce qu'on appelle escroquerie à la nigériane, génériquement. Et ce n'est pas, ce n'est pas le sujet. Oui. Le sujet essentiel, c'est que ce monsieur a voulu me spolier et il s'est servi de cette plainte irrecevable pour essayer de me spolier. Et jusqu'à présent, je dirais qu'il a réussi puisque c'est vous qui aurez dû déposer une plainte contre lui alors. C'est ce qui est en train de se faire. Donc je dépose des plaintes. J'ai déposé une plainte pour corruption. Il a corrompu les agents publics du Togo et de Côte d'Ivoire. J'ai déposé une plainte en faux. Il savait mon adresse. Comme d'ailleurs l'ambassadeur du Togo en France savait mon adresse, par conséquent, je ne suis pas en fuite, je n'ai jamais fui quoi que ce soit, donc c'est marqué en fuite. Et troisièmement, il y avait atteinte à la liberté, c'est-à-dire qu'effectivement, pendant 5 mois et 10 jours, je n'ai pas reçu le dossier correspondant aux soi-disant preuves de monsieur Martial Akokpo ou d'autres, et je suis revenu, je n'ai toujours pas de dossier, il n'y a pas de dossier parce qu'il n'y a pas escroquerie de ma part, il a été incontestablement escroqué. Oui. À mon avis, il a été escroqué sur une somme de l'ordre de 10% de ce qu'il dit. Oui. Escroqué par une équipe de gens qu'il connaît et avec lesquels il est resté en relation pendant 2 ans et demi après m'avoir quitté, en l'occurrence, après que moi et lui nous soyons séparés. Et il a qu'à se plaindre à ces gens-là, de ces gens-là, mais pas de moi, puisque moi, il est clair. Il est clair, monsieur Abbas Youssef le sait bien, et comme monsieur Akokpo, comme tous les gens au Togo, que sur cette affaire, je n'ai jamais reçu un centime. Par conséquent, un escroc ou un complice d'escroc qui ne reçoit pas un centime, c'est un idiot. Alors, j'ai pas l'impression d'être un idiot, et par conséquent, ça suffit. Cette histoire suffit. On ne parle pas d'escroquerie. Il n'y a pas d'escroquerie dans cette affaire. Est-ce que vous étiez le suspect parfait à cause aussi de votre passé, parce que vous avez été condamné à 2 reprises en France pour abus de biens sociaux. Voilà, on connaît votre passé. Il a fait j'ai été également président des 4 plus grandes sociétés françaises, et on peut considérer que ces 4 sociétés ont bien réussi. Et si jamais la loi a conduit à ce qu'à la suite d'erreurs que j'ai commises, il y a eu un problème me concernant, ceci ne fait pas de moi un escroc. Je vais pas commencer à être un escroc à 69 ans et ni nigérian, ni camerounais, ni togolais. Ce n'est ni le lieu, ni l'endroit, bon. Mais surtout un escroc qui ne prend pas un sou, alors c'est un idiot. Je prends pas un autre. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent, finalement. Mais moi, c'est-à-dire que personne n'a dit que j'avais pris un sou. Mais je suis quand même un escroc, c'est complètement fou. C'est-à-dire, je ne connais pas aujourd'hui d'individu dans le monde qui soit soupçonné d'être un escroc et qui n'ait pas pris un centime. Ça n'existe pas. On va écouter un premier commentaire de notre débatteur, Franck Ekong, journaliste, correspondant à Paris du site d'information letogolais.com. Alors vous êtes togolais, donc vous avez suivi cette affaire forcément de très près. Absolument, absolument. Et les propos que vient de tenir monsieur Le Floch Prigent appellent de ma part un certain nombre de commentaires. Le tout premier commentaire que je voudrais faire, c'est qu'il y a certainement encore, comme vous avez dû le constater, il y a encore des zones d'ombre dans cette affaire. Et les non-dits. Le deuxième commentaire, c'est que les non-dits du fond de l'affaire n'empêche pas de s'interroger sur le comportement des autorités togolaises dans cette histoire. Et enfin, les corollaires politico-juridiques de cette affaire me portent à croire qu'il y a un certain nombre de motivations qu'on ne veut pas clairement exprimer. C'est-à-dire que, effectivement, on s'est servi de cette affaire pour régler un certain nombre de comptes sur le plan interne au Togo. Oui. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout cela continue. Parce que quand j'entends dire, par exemple, que les conditions dans lesquelles l'arrestation a été opérée sont des conditions si rocambolesques, on a le droit de s'interroger quand même. Et des arrestations supplémentaires ont été opérées sur le plan interne à Lomé, notamment l'ancien numéro 2 du régime, à savoir monsieur Pascal Boudiona. C'est ça. Libéré après. Et tous les commentaires, la presse togolaise s'est largement fait l'écho de toutes les ingérences politiques. Vous voulez dire que monsieur Le Floch Prigent s'est retrouvé finalement pris en otage dans des règlements de comptes politiques internes au Togo? Pris peut-être pas, mais pris entre le marteau de ses relations d'affaires et l'enclume des interférences politiques togolaises. Suite du grand débat dans quelques instants. Marque une pause pour la publicité. Restez avec nous. À tout de suite. Le grand débat, 18h, 19h, avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Les mésaventures togolaises de Loïc Le Floch Prigent, nous en parlons avec lui justement. Il est notre invité, consultant sur les questions pétrolières en Afrique et au Moyen-Orient. Et avec nos débatteurs polémistes invités, Franck Econ, journaliste correspondant à Paris du site d'information le togolais.com. Loïc Le Floch Prigent voulait intervenir, hein, voulait oui, parce que je aux commentaires de notre débatteur. Que notre ami a éclairé le débat, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un premier acteur qui est l'Émirati qui voulait me spolier. Bon, alors il s'est plaint irrecevable, mais reçue néanmoins. Pourquoi elle a reçu cette plainte? Eh bien parce que elle dit du mal de Bodjona, et que le problème du deuxième acteur des autorités togolaises, c'est de se débarrasser de Bodjona. Alors il faut d'abord que l'ensemble des inculpés disent du mal de Bodjona. Oui. Donc il y en a un qui est déjà là, donc il dit pas du mal de Bodjona. On en prend un autre qui est moi, et on me dit, ben maintenant, vous allez dire du mal de Bodjona, comme ça on va vous libérer. Je dis non. Moi je dis pas du mal de quelqu'un, que j'ai pas de raison, j'ai pas 69 ans non plus, ni que je suis escroc, ni que je vais mentir. Bon, et donc comme je dis pas du mal de Bodjona, ils sont pas contents. Alors ils dartent, ils disent, mais pourquoi vous dites pas du mal de Bodjona? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous dites pas du mal de Bodjona? Je dis parce que j'ai pas de raison de dire mal de Bodjona. Bon, oui. Et la conclusion de ces deux, celui qui veut spolier et celui qui veut se débarrasser de Bodjona, c'est que moi j'ai failli mourir entre Noël et jour de l'an. Mais l'avocat de Abbas Al-Youssef, l'Émirati, dit que voilà, qu'il détient des aveux écrits de votre part. Non, il n'y a pas d'aveu écrit de ma part. Mensonge alors? Mais c'est un mensonge complet. Oui. Il y a pas. Mais c'est-à-dire que, monsieur, soyons clairs. Dans la justice, dans les actes de justice, lorsqu'on dit quelque chose, il faut apporter les preuves. Oui. Il n'y a pas de dossier, le Floch Prigent, aujourd'hui au Togo, je suis resté 5 mois et 10 jours sans dossier. S'il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de preuve, point. On vous a libéré. Donc, alors, votre femme a fini par en appeler au concours du président de la République, de François Hollande, dans une lettre qu'elle lui a adressée en décembre dernier, affirmant que votre vie était menacée. Alors, quelles sont les personnalités françaises qui sont intervenues précisément pour accélérer votre libération? Je crois que tout le monde. Comment ça? Je pense. Vous avez cité à un moment donné Claude Guéant, par exemple. Je pense qu'il y a eu le Quai d'Orsay dans son ensemble, oui. Et en particulier Laurent Fabius, qui a reçu le Premier ministre togolais, qui lui a dit ça suffit, etc. Enfin bon, il y a eu un ensemble de gens du côté donc du gouvernement, François Hollande à la fin bien sûr, et puis il y a l'autre côté aussi, c'est-à-dire que ma femme a été reçue par Nicolas Sarkozy, par Claude Guéant, oui. Et bon, donc je dirais que l'ensemble de l'éventail pourquoi tout ce monde ne s'est pas mobilisé plus tôt? L'ensemble de l'éventail politique français s'est mobilisé à la demande de ma femme. Pourquoi il s'est mobilisé plus tôt? J'en sais rien. Oui. Vous leur demanderez le jour où vous les recevrez. En ce qui me concerne, je considère que c'est ma femme qui a commencé à dire ça suffit le 5 décembre et que c'est elle qui a mené le combat, qui a fait les manifestations, qui a envoyé les pétitions. Il y a eu une pétition où il y a eu 2700 signatures en 2 jours. Donc c'est elle qui a... Vous avez quand même payé 50 000 euros pour sortir de prison. Alors, à quoi correspond cette somme? Cette somme ne correspond à rien. Vous appelez ça une rançon, vous? J'appelle une rançon le fait de me demander 9 millions de dollars. Rançon, ça veut dire que vous avez été un otage. J'appelle ça une rançon. Et j'ai dit que j'étais, effectivement, la rançon veut dire qu'on est otage. Hein, c'est clair. Bon. Mais c'est une rançon. Pourquoi? Parce que ça ne correspond à rien. On ne demande pas. Sur le plan légal, à quoi ça correspond? Sur le plan légal, ça ne correspond à rien, puisque le principal, inculpé, qui est celui qui a reçu les sommes de 5 millions de dollars dont je parlais, on lui a demandé 200 000 dollars. Et moi, qui n'ai rien reçu, soudain, on me demande 9 millions de dollars. C'est du racisme à l'envers. C'est parce que je suis blanc que soudain on considère que le blanc est toujours riche. C'est ça. Hein, qu'est-ce que c'est cette histoire? Et que vous me posiez la question mérite. Pourquoi ça mérite? Parce que je considère que c'est évident. C'est-à-dire que est-ce que vous savez que l'individu qu'on a arrêté là dans les faubourgs de Cleveland, oui. Qui a eu 3 femmes vous savez combien on lui a demandé de caution? Combien on lui a demandé de rançon à lui? Combien? 7 millions de dollars. Oui. Et vous, 9 millions. Et moi, j'ai pas pris un centime, mais parce que je suis blanc et que je suis au Togo, on me demande 9 millions de dollars, et c'est à vous, et vous me demandez, c'est mais moi, j'essaie de comprendre l'histoire, c'est tout. Mais vous n'avez pas demandé. Franck Econ, il faudrait qu'on il parlait de zone d'ombre, alors j'essaie de comprendre. Il n'y a pas de zone d'ombre. C'est quoi? Il n'y a pas de zone d'ombre, c'est une rançon. Quand on demande 9 millions de dollars à quelqu'un qui n'a pas touché un centime, j'appelle ça une rançon. Vous avez fini par payer 50 000 euros, c'est quoi? Vous avez marchandé? Ah bah c'est ça se passe comme au marché, vous avez marchandé? C'est le Quai d'Orsay, ah non, moi j'ai rien fait. Oui. J'ai le Quai d'Orsay qui a marchandé, et ceux qui
ce qui serait possible. Donc le Quai d'Orsay a demandé à ma femme combien elle pouvait emprunter. Oui. Ma femme a répondu 50 000 euros. Ma femme a emprunté 50 000 euros et les a convoyés au Togo, et et le Quai d'Orsay a fait en sorte sans aucun justificatif légal. Rien. Les 50 000 euros ont été donnés aux autorités togolaises, et j'ai été libéré, et j'ai pu enfin me soigner au bout de 5 mois et 10 jours, alors que je devais être opéré en septembre. J'ai été opéré au mois de mars grâce à cette histoire. Bon, alors je dis que il est clair que je ne devais pas plus 50 000 euros que 6 millions de dollars, etc. Je n'en ai pas touché un sou de cette affaire. Et la seule chose que je puisse dire, c'est que par contre, l'État du Togo, pendant un certain temps, m'a demandé des choses que j'ai fait gratuitement, et c'est plutôt lui qui nous doit de l'argent aujourd'hui. Des choses que vous avez faites gratuitement, des choses, c'est-à-dire c'est quoi par exemple? C'est-à-dire que j'ai des opérations économiques. J'ai traité le dossier pétrolier chez lui. J'ai fait ça très gentiment, comme. Donc vous connaissez bien Faure Gnassingbé, le président togolais, alors? Je l'ai connu, je l'ai vu 2 fois. Deux fois, bien sûr. C'est dans le dossier, c'est tout ce que j'ai dit. J'ai vu 2 fois sur le dossier pétrolier. Et disons que j'ai considéré que c'est plus l'État togolais et Faure Gnassingbé qui nous a de l'argent que l'inverse. Autre commentaire de Franck Ekon, notre débatteur. Alors moi, ce qui vient d'être dit appelle de ma part un commentaire par rapport à la problématique globale de la justice togolaise. Alors comment on fonctionne dans ce système? La presse togolaise s'est toujours largement fait l'écho du fait que cette justice était instrumentalisée. Et il faut le reconnaître aujourd'hui. Dans la plupart des affaires qui se sont succédées... La justice se fait au palais présidentiel, vous voulez dire? Absolument. Dans la plupart des affaires qui se sont succédées au Togo depuis quelques années, on a l'impression que la main tutélaire du pouvoir est derrière les décisions de justice qui sont prises. Pourquoi elle est instrumentalisée? C'est parce qu'elle est inféodée au pouvoir, avec des effectifs truffés par des activistes du parti au pouvoir, le jeu des nominations des magistrats vicié par des impératifs d'allégeance et une ritualisation de la machine judiciaire comme arme de règlement de comptes politiques. C'est ça qu'il faut remarquer. Et dans cette affaire de Loïc Le Floch-Prigent, on a l'impression que le pouvoir est intervenu effectivement pour rendre cette affaire la plus politique. Et on a l'impression aussi que on s'est servi justement de cette affaire pour régler un certain nombre de problèmes qu'on avait avec des adversaires dont on avait voulu se débarrasser. Est-ce que Loïc Le Floch-Prigent est un adversaire du pouvoir togolais? Non, absolument pas. Mais on a. Enfin, quand on met quelqu'un en prison quand même pendant 5 mois. Il a dit tout à l'heure, on a beaucoup insisté auprès de lui pour qu'il incrimine l'ancien numéro 2 du régime. Et je crois que c'est assez révélateur du fait que lorsque le pouvoir togolais cherche à se débarrasser de quelqu'un, dans la récente affaire des incendies par exemple, on a vu comment des repris de justice ont été appelés et exhibés comme étant des témoins ou des gens qui ont été mandatés pour aller incendier. Et avec ça, exhibé comme preuve, on a mis des opposants en prison sans aucune raison valable qui soit. Écoutez, on va marquer une pause, monsieur Le Floch-Prigent, on marque une pause, une nouvelle pause. Pour la publicité, voilà, ça c'est une pause. Retour du grand débat, dans 2 minutes. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Les mésaventures togolaises de Loïc Le Floch-Prigent, qui est notre invité. Nous en parlons également avec notre débatteur polémiste Franck Ekon. Cette mésaventure tout à fait particulière, sombre affaire d'escroquerie. Loïc Le Floch-Prigent incarcéré. Il y a eu une affaire de spoliation. Nous la qualifions de sombre parce que il y a encore des zones d'ombre forcément. Voilà. Mais il y a pas d'affaire. Mais vous allez plutôt bien là. C'est vrai que à un moment donné, on parlait de conditions d'incarcération plutôt pénibles. On a même dit que vous avez été torturé. En fait, non. Voilà. Comment ça s'est passé finalement? Non. Je vais d'abord répondre à notre ami tout à l'heure qui s'interrogeait, est-ce qu'il y a une justice togolaise? La réponse est évidemment non. Il n'y a pas de justice togolaise. C'est-à-dire que lorsque je m'exprime devant les juges, ils ne respectent jamais la loi. Et par ailleurs, lorsque je leur dis, c'est pas inquiétant, c'est la réalité. Et il faut de temps en temps être devant la réalité. La réalité, c'est ça. Bon. Et lorsque je dis au juge, écoutez, vous avez signé le refus de ma demande de mise en liberté, c'est votre responsabilité. Elle me dit, mais vous avez pas tenu compte du fait que j'étais malade et qu'il fallait que je me fasse opérer. Donc vous avez un problème. Pourquoi est-ce que vous faites? J'ai respecté ma hiérarchie, mais je dis, vous n'avez pas de hiérarchie. Le juge d'instruction, il n'y a pas de hiérarchie. Lorsqu'il signe
non à la demande de liberté. Il est tout seul. Si jamais je meurs dans un mois, et si ma femme se retourne à la Cour pénale internationale, c'est vous qui serez convoqué. C'est vous le juge qui serez convoqué. Mais c'est pas vrai. J'ai une hiérarchie, mais il n'y a pas de hiérarchie. Le juge d'instruction n'a pas de hiérarchie. C'est ça la loi togolaise. Or, l'ensemble des juges a le sentiment, juges, procureurs, etc., qu'ils ont une hiérarchie. Quelle hiérarchie? Oui. C'est qui? C'est le chef de l'État. Bah, si le chef de l'État est juge à ce moment-là, il y a qu'un juge, c'est le chef de l'État. Et donc, je dis, il n'y a pas de justice togolaise, il y a un juge, c'est le chef de l'État. Peut-être avec ses conseillers, mais il y a un juge et un sous-président. Donc, il n'existe pas de justice togolaise, et c'est ce que je dis actuellement, haut et fort, et on m'empêchera pas de parler. Alors, vos conditions d'incarcération. Vous, sur les conditions d'incarcération, grâce à l'ambassadeur de France au Togo, qui est et l'ensemble du personnel de l'ambassade, qui a été exceptionnel, aussi bien l'ambassadeur que le personnel est exceptionnel, j'ai pu rester à la gendarmerie, donc j'étais dans le bureau de l'adjoint du service de recherche et d'investigation, et j'avais un matelas, et parfois, disons que c'est des conditions rustique, mais enfin, je suis un baroudeur, je suis un pétrolier, j'ai passé quand même une grande partie de ma vie en Afrique, j'ai connu des situations difficiles du point de vue logistique, c'est pas le problème. Le problème n'est pas la condition d'incarcération, le problème c'est que j'étais malade et que et j'étais effectivement conservé en état par le médecin de l'ambassade qui me voyait tous les jours. Mais le problème, c'est qu'il fait que je sois opéré. Et la seule manière d'être opéré de ce que j'avais, c'était de retourner en Europe. Alors, il est clair que les autorités togolaises, comme les autorités africaines en général, lorsqu'elles sont malades, elles viennent en Europe se faire opérer. Elles savent bien qu'ils ne peuvent pas être opérés en Afrique. C'était pas de conditions sanitaires. Donc, il n'y a pas de conditions sanitaires et il n'y a pas de conditions biologiques. C'est-à-dire que dans ce que j'avais, il fallait enlever les tumeurs, et pour cela il fallait être bien sûr de toutes les enlever avant de refermer, et ceci ne pouvait se faire sans analyse biologique qui n'existe pas ni au Togo, ni etc., seulement en Afrique du Sud. Vous avez déposé plainte, une plainte pour corruption durant votre incarcération déjà, et puis après votre libération, vous avez porté plainte contre X pour atteinte arbitraire à la liberté, faux usage de faux. Alors qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de la justice française, parce que les plaintes ont été déposées plutôt en France, hein? J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. En Côte d'Ivoire, au moment de l'arrestation, comme j'ai indiqué, j'étais en zone de transit. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez parlé de fonctionnaires ivoiriens et togolais qui ont été soudoyés par l'Amirati Abbas Al-Youssef. Il est clair qu'on a tous les renseignements permettant de voir qu'il y a eu 50 000. Ce sont des méthodes mafieuses. Oui, absolument. Ce sont des méthodes mafieuses, et je considère qu'un citoyen français, quel qu'il soit, c'est-à-dire que c'est pas parce que je m'appelle Loïc Le Floch Prigent que un citoyen français qui est arrêté dans ces conditions et qui est transféré sans extradition dans ces conditions, c'est quelque chose que l'État français, la justice française, et je demande justice à la justice française, c'est-à-dire je dis, écoutez, est-ce que vous trouvez normal que un citoyen français puisse être transféré d'un pays à un autre par simple police, à l'aide d'un faux et à l'aide d'une corruption? Est-ce que c'est normal ou pas? Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Et je pense que c'est bon pour moi, parce que j'ai envie de savoir la vérité, mais c'est bon pour tous les Français et tous les étrangers qui peuvent être dans les pays africains aujourd'hui, de savoir qu'ils sont protégés par une loi quelconque. Alors si c'est pas la loi, leur loi à eux, la loi française, je considérais être protégé par la loi ivoirienne et par la loi de la CEDEAO. Parce que je parle pas de la loi togolaise, puisqu'il semble qu'il y en ait pas. Je n'ai pas observé qu'il y avait de la loi togolaise, donc il est possible qu'il y en ait une, elle n'est pas connue en tous les cas. Alors, je peux vous donner quelques indications. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous êtes incarcéré dans tous les pays du monde, lorsque vous demandez une radio, ben vous avez la radio. C'est-à-dire qu'on vous apporte une radio. Là, il a fallu que j'attende les autorités qu'elles me donnent la radio. Mais c'est dans la loi, oui, c'est dans la loi, mais il faut attendre les autorités. C'est ça. Donc vous étiez soumis à un régime particulier. C'est l'ensemble du Togo qui est comme ça, et ce Togo est particulier, et je pense que ça existe dans aucun autre pays africain, il faut le dire, c'est-à-dire que il n'existe qu'une autorité. Et l'autorité, c'est en haut, et la loi n'existe pas, c'est-à-dire qu'on dit c'est conforme à la loi, oui, mais l'autorité n'a pas dit. Mais vous ne parliez pas du Togo comme ça auparavant, il a fallu que vous subissiez ces mésaventures pour aujourd'hui parler du régime togolais tel que vous le percevez là. Mais c'est pas volontaire, hein. Moi j'étais pas au Togo, je suis allé 2 fois au Togo avant. Oui. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'allais tous les mois en Côte d'Ivoire. Je pensais que la Côte d'Ivoire était un État qui respectait la loi ivoirienne et qui respectait la loi de la CEDEAO. Je m'aperçois que c'est pas le cas. Mais là, au Togo, c'est le festival.
C'est clair. Alors, résultat, aujourd'hui, vous ne voyagez plus, ce qui est mauvais pour vous, c'est très mauvais pour vos affaires d'ailleurs, hein, parce que vous craignez à nouveau d'être enlevé. Bah, écoutez, pour 50 000 $, on m'a enlevé. Alors maintenant, je sais pas, est-ce que ma tête est mise à prix 30 000, 40 000, 100 000, je sais pas. Enfin, c'est visiblement pour l'Émiratis, c'était pas cher de verser 2 fois 50 000 €. Maintenant, voilà. Et puis quand je suis enlevé en plus, on me demande 9 millions de $. Alors est-ce que ma tête va être mise à prix à 18, à 24, Mais est-ce qu'il y a toujours une procédure en cours à votre encontre au Togo? J'en sais rien. Mais je ne. C'est quand même extraordinaire. Vous avez été libéré, vous avez été incarcéré pendant 5 mois, 10 jours, sans procès. Irrecevable. Vous partez, vous êtes libre, et puis finalement, il n'y a pas de procédure. Non, mais d'ailleurs, les autorités togolaises considèrent aujourd'hui que monsieur le Fleuve-Prigent doit revenir pour répondre à maintenant voilà, qu'il va ça mieux. Ma question, oui. Absolument. Oui. C'est ce qu'ils disent en filigrane. Donc vous êtes la plainte est irrecevable. Il faut d'abord pour qu'une plainte soit recevable, il faut que on dise voilà, je me plains de ça, ça et ça et ça, et voilà les documents à l'appui. Ça n'existe pas. Cela dit, la procédure se poursuit. Il est possible que, comme ils sont spécialistes de faux, ils fassent des faux pour arriver à avoir des preuves. Mais pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Oui. Hein, bon, là, ils vont peut-être faire des preuves, puisqu'ils sont spécialistes de la question, et que je rappelle que quand même, c'est un point important, c'est-à-dire que pendant 4 mois, mon partenaire a bénéficié si je puis dire, de mon ordinateur, et a pu faire tous les mails qu'il voulait, puisqu'il avait le mot de passe. Donc, votre partenaire, donc, l'Émirati, hein. L'Émirati. Donc tout ce qui est dit sur les mails, sur les emails, qui est dit oui, il y a des emails, que je n'ai pas vu, hein. Mais on m'a dit il y a des emails. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Eh bien, ces emails que je n'ai pas vus, je peux dire que si ils ont été faits et si ils m'incriminent, ils sont faux, parce que j'ai jamais voulu escroquer mon partenaire et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Sa plainte n'a pas été levée. Sa plainte n'est pas levée aujourd'hui. Pas à ma connaissance, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais comme il n'y a pas de justice, c'est embêtant pour vous parce que finalement vous êtes quand même. Si je vais voir la dernière fois que même si vous contestez la validité de la plainte, qui est l'ambassadeur du Togo, il m'a dit il n'y a pas de plainte. Oui. La dernière fois que j'ai vu l'ambassadeur du Togo en France, il m'a dit il n'y a pas de plainte, il y avait une plainte. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais retourner. Il vous a dit qu'il n'y avait pas de mandat d'arrêt. Non, la plainte. Non, il m'a dit qu'il n'y avait pas de plainte. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de plainte. Car à sa connaissance, il n'y avait rien. C'est ça qu'il m'a dit. L'ambassadeur du Togo en France en octobre 2011 me dit à ma connaissance, il n'y a rien. Il était mal informé peut-être. C'est embêtant pour l'ambassadeur. C'est embêtant, mais bon, c'est ça. Chacun son métier. Le mien n'est pas être ambassadeur. Franck est con. Alors, c'est assez révélateur d'un climat assez délétère, hein, sur le plan national là-bas, parce que actuellement, le garde des Sceaux togolais, monsieur Chalim Chichao, est à Paris d'ailleurs pour une grande opération de communication sur le thème de la justice togolaise à l'heure de la médiatisation des affaires judiciaires. Oui. Je crois que l'affaire avec le Fleuve-Prigent a été fortement médiatisée. Exactement. C'est un contre-feu qui vient d'être allumé pour contredire les propos que monsieur le Fleuve-Prigent est en train de tenir actuellement. Et c'est une tentative du garde des Sceaux togolais pour contre-attaquer et présenter son département comme étant un modèle de vertu. Mais malheureusement, et je crois que l'angle de communication qui a été choisi est assez représentatif de la descente aux affaires, justement, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure... La descente aux enfers ou aux affaires? Aux enfers. Aux enfers de la justice togolaise, parce que tous les procès, toutes les inculpations, toutes les arrestations de ces dernières années, de ces derniers mois, ne font que révéler le fait que il y a, à la base, il y a en amont de tout cela, une volonté de régler des comptes avec des gens. Maintenant, dans le cas de monsieur le Fleuve-Prigent, je crois que il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, tombé entre le marteau de ses accointances d'affaires et l'enclume des bisbilles qu'il y a entre les autorités togolaises et leurs affaires. Cela dit, quand le Fleuve-Prigent accuse l'État togolais d'enlèvement, de séquestration, ce sont des accusations très graves portées contre un État, quand même. Il est en train de décrire, comme il a fait tout à l'heure, les conditions dans lesquelles il a été arrêté. Oui. Je crois que normalement, les choses ne se font pas de cette manière. Et maintenant, après son arrestation, le dossier, les avocats l'ont maintes fois évoqué. Il n'y avait rien dans le dossier. Rien qui puisse impliquer la personne de le Fleuve-Prigent. Oui. Et il était clair pour une grande partie de la presse togolaise que monsieur le Fleuve-Prigent était simplement utilisé pour
se débarrasser de monsieur. D'accord, mais quand on a fait 5 mois de prison, 5 mois et 10 jours, dans des conditions comme celle-là, et comme vous dites, avec rien dans un dossier, vous demandez quoi? Bon, je veux dire, au-delà de la réparation du préjudice, je veux dire, moral, je veux dire, je veux savoir ce qui s'est passé. Oui, mais on peut pas faire juste pour savoir ce qui s'est passé. Et je le sais, et je demande d'autant plus. Ça s'appelle un préjudice. Que lorsque, comme le dit notre ami, il y a eu les incendies des deux marchés, j'ai vu, puisque j'étais là aux premières loges, j'ai vu des gens arrêtés alors que aucune enquête n'avait été effectuée. C'est vrai. Aucune enquête. C'est-à-dire que l'incendie n'était même pas arrêté, que les gens étaient arrivés. Alors bon, effectivement, si jamais c'est ça la justice, je reconnais que c'est normal qu'on m'arrête. C'est-à-dire que il y a une manière de faire qui est bon. On va d'abord vous arrêter, puis ensuite on va faire les preuves. Et alors j'ai l'impression qu'on est dans cette espèce de logique où on commence par trouver le coupable. Une fois qu'on a trouvé le coupable, on dit maintenant il faut des preuves. Alors je vais faire des preuves. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Vous avez rencontré des gens pendant que vous étiez là-bas, avec qui vous avez parlé, vous avez essayé de comprendre justement pendant que vous étiez incarcéré. Bien sûr. Vous avez discuté avec énormément de gens, énormément de gens. J'ai discuté avec énormément de gens. J'en discute depuis avec énormément de gens, et je dis que effectivement, il faut revenir à des bonnes pratiques. Et je pense que les pays de la CEDEAO doivent demander au Togo, puisqu'ils sont tous ensemble, que le Togo revienne à des bonnes pratiques, des pratiques de droits de l'homme, des pratiques de justice, c'est-à-dire qu'on applique les lois. Alors il y a des lois et on les applique. C'est simple. Et donc les juges sont là pour appliquer les lois et non pas les desiderata des autorités, et les procureurs sont là pour faire respecter le droit. État de droit, oui. À ce moment-là, il faut que le droit soit là. Il n'existe pas d'état de droit lorsque le droit s'exprime par la volonté présidentielle. Ça n'existe pas. Ça s'appelle une dictature. Et donc j'ai participé dans cette affaire à l'établissement d'une dictature héréditaire qui dure depuis des années dans ce pays, et cette dictature héréditaire n'est pas un état de droit. Alors il faut que le CEDEAO, que les Africains se rendent compte que ce n'est pas un état de droit. Tous. Alors c'est vrai du Ghana, c'est vrai du Sénégal. Là, il faut qu'ils disent à leur partenaire de la CEDEAO togolais, malheureusement, vous n'êtes pas dans un état de droit. Est-ce que vous avez droit d'être à la CEDEAO? J'en sais rien. Voilà, il faut qu'on y arrive. Alors ils ont peur de quoi? J'en sais rien. Mais il faudrait qu'ils aient peur pour eux. Si jamais ils ont peur de dire ce qu'est le Togo aujourd'hui, il faut qu'ils aient peur pour eux, parce que ça veut dire que peut-être c'est la même chose chez eux, ou ça va être la même chose chez eux. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas être un état de droit si vous n'appliquez pas le droit, votre droit. Personne ne demande au Togo d'avoir le droit français ou le droit anglais ou le droit mais il y a un droit togolais. J'ai lu le droit togolais, je sais ce à quoi j'avais droit. J'avais droit à avoir le dossier. Je n'ai pas eu de dossier. Voilà. Et avant l'interrogatoire, j'aurais dû recevoir le dossier. C'est quand même extraordinaire parce que vous écoutez, finalement, cette mésaventure a fait de vous, au bout du compte, le meilleur contempteur du régime togolais. On a vraiment entendu Loïc Le Floch-Prigent, je veux dire, être aussi virulent à l'égard d'un pouvoir africain. Non. Et c'est la première fois que je vois un État africain fonctionner comme ça. Et je connais tous les États africains sauf 2. Et donc c'est un État africain qui me fait plus penser à la Corée du Nord qu'à l'Afrique. Carrément. Franck Ekong, un rapide commentaire, ensuite on va marquer une dernière pause dans cette émission. Oui, alors dans cette affaire, il faut remarquer également que un des principaux protagonistes, à savoir l'Émirati, n'a nullement été inquiété. Les questions ne lui ont pas été posées sur son implication dans cette affaire. On l'a pas beaucoup entendu. Et donc on a l'impression que le bouc émissaire ayant été trouvé, on s'est contenté de le mettre en prison dans des conditions qui viennent de décrire justement. Est-ce qu'il y a une proximité entre cet Émirati et Faure Gnassingbé, le président togolais? Tout porte à croire malheureusement aujourd'hui que avec les développements de l'affaire, il y a eu un rapprochement entre l'Émirati, ou du moins son entourage, et un certain nombre d'officiels togolais. Et malheureusement, quand on arrête des gens pour un motif précis et que le dossier qui est présenté devant les autorités judiciaires est aussi vide, il faut revenir à de meilleurs sentiments et reprendre son code pénal pour revoir toutes ces choses-là. On va marquer une dernière pause et on passera aux conclusions, enfin provisoires, parce que l'affaire est loin d'être terminée, avec Loïc Le Floch-Prigent qui est notre invité ce soir dans ce grand débat. À tout de suite. Le grand débat de 18h jusqu'à 19h avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
L'affaire Loïc Le Floch-Prigent, Le Floch-Prigent qui a été arrêté donc le 14 septembre 2012 sur exécution d'un mandat d'arrêt international contesté par l'intéressé par la justice togolaise. C'était donc un mandat lancé en principe en 2011 et réactivé en août 2012. Loïc Le Floch-Prigent sera resté donc 5 mois et 10 jours en tout dans une cellule à la gendarmerie, à Lomé. Dans le bureau de l'adjoint du chef du service de recherche et d'investigation de la gendarmerie nationale. La question que j'ai envie de vous poser finalement, parce que bon voilà, il y a eu, quand vous avez été arrêté, il y a évidemment une réaction de l'opinion africaine. On entendait beaucoup dire finalement, le Floch-Prigent est tombé finalement, dans son propre piège à force de fréquenter évidemment certains palais présidentiels, certains espaces obscurs des pouvoirs africains. Est-ce que vous n'avez pas été aussi victime, en quelque sorte, de votre proximité, qu'on a dit parfois, à tort peut-être, qu'on a dit plutôt sulfureuse avec certains pouvoirs africains? Écoutez, j'ai le sentiment d'avoir toujours défendu l'Afrique et je ne vois pas en quoi on peut dire ça. C'est-à-dire que j'ai, certes, enfin, je connais. L'affaire Elf s'est mal terminée quand même. Oui, mais c'est mal terminé à cause d'erreurs commises par moi. Et dirons que on peut dire quand même que j'ai payé pour mes erreurs et j'ai pas seulement payé pour les miennes. J'ai payé pour, il me semble, pas mal d'erreurs commises par d'autres qui n'ont pas payé. Okay. Donc je crois qu'on qui jouissait on n'est pas sur l'affaire Elf là. Bon, on est sur une affaire plus sérieuse à mon avis aujourd'hui, qui est l'avenir de l'Afrique et la capacité des pouvoirs africains à aller vers la démocratie et les droits de l'homme. Alors, il y a des gens qui progressent, c'est-à-dire que on dirait qu'il y a des régimes despotiques qui se transforment en despotisme éclairé et puis qui vont tout doucement vers la démocratie. On a une liberté d'expression, un certain nombre de choses. Bon, et puis on marche dans de façon sereine vers de meilleurs droits de l'homme, parce que ça n'a pas été développé. Bon, et puis il y a des régimes qui régressent et qui sont des dictatures folles, comme celle du Togo que je viens de décrire. Alors, je crois qu'on peut pas les traiter de la même façon. Au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire que il faut pas attendre de l'extérieur, de ce qu'on appelle la communauté internationale, de dire oui, ceux-là sont bons, ceux-là sont mauvais. Moi, je dis, c'est aux Africains eux-mêmes de dire écoutez, non, c'est pas possible. D'accord. Et donc, lorsque je rencontre des dirigeants africains, je connais un certain nombre de leurs méthodes et je suis un des seuls aujourd'hui, à mon âge, 69 ans, à pouvoir dire à un certain nombre de dirigeants africains, là, à mon avis, tu dérailles, tu fais mal, etc. Et certains nombres des dirigeants africains peuvent vous le dire. Ou je vous dis non, le népotisme, j'aime pas, la corruption généralisée autour dans ton entourage, j'aime pas, etc. Je le dis. D'accord. Mais je pense qu'il faut qu'en conséquence, les dirigeants africains disent s'il y en a un qui déraille complètement, et en l'occurrence je pense que le régime togolais déraille, il faut le dire. Et ce que je reproche à mes amis africains, c'est de ne pas avoir dit suffisamment fort que ce régime déraillait, parce qu'après c'est à moi de le faire. En quoi est-ce que je suis légitime? Alors moi je suis un blanc, je suis français, comme vous dites, j'ai été dans Elf Aquitaine, puis je la ramène en disant voilà, j'ai été 5 mois, je vais vous dire que c'est pas extra. Je m'attendais depuis 3 mois à ce que d'autres voix que la mienne disent il y a eu un problème. Aucune voix. Comment ça se fait? Je pense qu'il faut que les Africains eux-mêmes disent il y a des choses qui sont inconcevables. Il y a des choses qui sont inacceptables, et puis il y a des choses, on sait bien que parfois c'est l'Afrique et que ça va évoluer vers la démocratie et les droits de l'homme et que ça va être progressif. Mais quand on régresse, c'est pas possible. Je vous ai entendu dire sur une chaîne de télévision, vous exprimer en tout cas sur la politique de la France en Afrique de manière générale, parce que évidemment, à un moment donné de votre carrière, vous avez incarné ce qu'on a appelé la France-Afrique. Vous étiez donc dans cette galaxie-là. En tout cas, à tort ou à raison, vous étiez perçu ainsi. Et quel regard vous portez sur l'évolution de la politique africaine de la France, disons depuis 10 ans? C'est pas l'heure pour moi de dire ça. Je suis venu ici pour vous dire attention, il n'y a pas. J'ai porté plainte.
il n'y a pas de justice togolaise. En ce qui vous concerne, vous Africains, vous devez prendre vos responsabilités. C'est venu pour dire ça. D'accord. Alors, le jour viendra où je répondrai à cette question. Le jour n'est pas venu. Ça serait un autre débat, peut-être? Un autre Une débat. autre invitation. Un autre débat, une autre invitation. Franck Eko, un délai commentaire. Alors, ce qui vient d'être dit sur la France-Afrique me rappelle justement une autre histoire qui est intervenue au Togo il y a quelques années entre Monsieur Bolloré et Monsieur Dupuy-Doby. Et justement, les développements de cette affaire ressemblent à s'y méprendre à la trajectoire qu'a connue Monsieur le Flop-Prigent dans cette affaire. Et ça interpelle justement sur le degré de crédibilité qu'on peut conférer aujourd'hui à la justice togolaise. Et il n'y a pas que des gens comme Monsieur le Flop-Prigent qui sont victimes de cette affaire. Il y a les opposants sur le plan interne qui continuent d'être pourchassés et mis en prison pour avoir participé ou organisé les incendies dernièrement. Les journalistes sont en quelque sorte criminalisés pour juste parce qu'ils parlent de cette affaire. Et je crois que, justement, il y a lieu d'interpeller Le journaliste est criminalisé, c'est-à-dire précisé? Criminalisés, c'est-à-dire qu'ils sont convoqués dans les officines du renseignement intérieur assez régulièrement pour répondre d'un article qu'ils ont écrit sur cette affaire d'escroquerie ou des incendies, par exemple. Ils sont inculpés de façon compulsive à tour de bras. Ils sont cambriolés. J'ai appris dernièrement que Monsieur Augustin Améga, directeur du journal Le Canard Indépendant, s'est fait cambrioler et tout son matériel de travail a disparu parce que des gens sont venus lui prendre ses affaires dans sa voiture. Oui. Donc c'est dans cette ambiance assez bizarre que vivent les journalistes togolais aujourd'hui, alors qu'ils ne demandent qu'à faire leur travail. Merci en tout cas à vous, Franck Canon. Alors, bon, vous avez donc déposé plainte, il faut le rappeler aux auditeurs, hein, plainte pour corruption, plainte également contre X pour atteinte arbitraire à la liberté, faux et usage de faux. Affaire à suivre donc. En tout cas, je dois rassurer ceux qui aimeraient l'être, en tout cas que vous portez comme un charme. Hein, vous avez l'air en pleine forme. Les médecins ont fait un travail absolument extraordinaire, mais je suis resté 2 mois en convalescence et je commence à reparler depuis seulement 1 mois. Donc oui, c'est vrai que, je suis resté muet, mais pas muet parce que j'avais rien à dire, mais muet parce que j'étais en convalescence et j'étais pas suffisamment en forme pour pouvoir tenir un débat d'1 heure avec vous. Voilà, mais disons que nous n'avons pas forcément divergé sur nos positions. Donc je voudrais remettre une couche en disant c'est aux Africains eux-mêmes de faire leurs lois et de faire appliquer leurs lois. Merci en tout cas Loïc Le Flop-Prigent d'être venu, hein, merci infiniment, et puis remettez-vous. Ça va mieux, hein, le choc post-enfermement, parce qu'il y a toujours un choc aussi après l'enfermement. Hein. Là aussi, le seul problème pour moi aujourd'hui, c'est que je n'ai pas dormi pendant toute la période où j'étais au Togo, et que je continue à ne plus pouvoir dormir plus d'une demi-heure, 1 heure. Donc le choc de post-carcéral togolais n'est pas encore terminé. Portez-vous bien en tout cas, merci d'être venu Loïc Le Flop-Prigent. Merci beaucoup de votre accueil. Merci à vous Franck Eko, journaliste et correspondant à Paris du site d'information letogolais.com. Merci à toute l'équipe du Grand Débat. L'émission a été préparée par Stéphanie Hartmann et réalisée par Jérémy Djibiz Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Merci de votre fidélité à l'écoute d'Africa numéro 1. Bonne soirée à toutes et à tous et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.